Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode la seule, l'unique Sandrine Gouraud. Bonjour. Certains d'entre vous la connaissent sur les réseaux sous le pseudo de Sandy Moi Oui. Et si je l'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que c'est quelqu'un que je trouve inspirant et qui un jour a osé changer de vie. Et vous le savez, ce podcast, je l'ai créé pour justement vous donner, vous aussi, envie d'oser. Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais super bien. En plus, on est lundi, là, je suis dans une patate phénoménale. On commence la semaine ensemble. Ah, oui. Quoi de mieux? Bon, un petit topo quand même avant de démarrer. Il y a quelques années, tu avais une vie qu'on peut appeler entre guillemets normale, dans le sens métro boulot dodo. Aujourd'hui, tu vis dans le sud, tu travailles à ton compte, tu vis la vie que tu t'es dessinée sur ton tableau de visualisation. Mais entre ces deux morceaux de vie, il y a eu une période de transition, j'imagine, et peut-être même de doute. Et c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fallu lâcher pour oser sauter et changer de vie? Alors avant de commencer quand même dans le cœur du sujet, avant ce grand virage, à quoi ressemblait ta vie? À une journée sans fin, version c'est abominable, un escape game dans lequel apparemment on avait planqué toutes les clés pour en sortir. J'étais souvent déprimée, j'étais souvent dépressive, j'étais souvent triste, j'étais souvent en colère. En fait, j'avais vraiment des émotions exacerbées, comme si mon vase il était plein à craquer. Donc en fait, je pleurais facilement, j'étais au bout du rouleau facilement. Pas forcément l'événement ou ton enfant qui râle pour quelque chose, mais donc moi ça débordait tout de suite parce que tout était plein. J'étais épuisée en permanence, j'étais dans un travail que j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai passé des concours pour être dans cet emploi-là et c'était très important pour moi d'avoir cette place stable de fonctionnaire d'État parce que j'avais été élevée dans ce truc de... nous on n'avait jamais eu de chance dans la vie, entre guillemets, hein. On fait des guillemets. Du coup, ça, c'était avoir de la chance. C'était vraiment une place. Moi, je sais que mon père m'a toujours dit que le summum du summum à atteindre, c'était cette place de fonctionnaire d'État. Enfin, fonctionnaire tout court, mais alors fonctionnaire d'État, alors là... C'était le modèle de réussite pour eux. Oui, parce qu'en fait, mes parents avaient vécu beaucoup de périodes où ils avaient été au chômage. Ils savaient ce que c'était, la pauvreté, le chômage, galérer. Bien évidemment, tous les parents veulent que l'avenir de leurs enfants ressemble à quelque chose de différent. Donc, je peux pas leur en vouloir. Ils m'ont poussé énormément. Ils ont toujours voulu que je fasse des études, que je sois la première partout, et puis c'était jamais assez, c'est ça qui était que tu sens en sécurité entre guillemets. Exactement. Aussi parce que c'était ça, ce truc où on m'a rabâché que l'emploi sécurité, et c'est marrant, tu vois, c'est quoi qu'il arrive, l'environnement dans lequel tu baignes, il aura quand même toujours une incidence, parce que j'ai cru vouloir de toutes mes forces un emploi de fonctionnaire. T'as répondu un peu à la deuxième question, mais je m'en doutais. Je les ai vus d'avance dans ma tête. Je te demandais dans ma deuxième question, est-ce qu'avec le recul, tu as eu des signes avant-coureurs que cette vie n'était pas pour toi et que tu as ignoré pendant un certain temps? Même peut-être à travers le corps, mais tu me disais, tu étais fatiguée, tu avais des états un peu... Oui, mais pas avant-coureur de longue date. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aime bien être honnête. C'est venu plutôt sur la fin. Mon précédent, je l'aimais. C'est quand je l'ai décroché, que j'ai eu mon concours, que j'ai réussi à avoir ma place, que tout s'est goupillé vraiment à la perfection pour que j'ai cette place-là, parce que les concours de fonctionnaire d'État, c'est compliqué, mais t'as des numéros et c'est pour des postes attribués. Or, les postes pour lesquels je passais les concours, c'est pas celui-là que je voulais, et j'ai eu celui que je voulais. Enfin bref, tout un schmilblick. Il y avait déjà un peu d'attraction. Quelque part, il y avait un alignement aussi, on peut pas dire le contraire. C'était même pour cet emploi qui m'a bouffé la vie sur la fin, c'était quand même ma place. Ok. Et qu'est-ce qui faisait qu'à la fin, ça te bouffait la vie? Que c'était plus ma place. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je pense que dans la vie, on n'a pas qu'une place. C'est pour ça que, on ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais cette notion de mission de vie, moi, elle est très chère à mon cœur, mais je trouve qu'elle est très mal abordée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une mission de vie. C'est pas genre ce que je fais aujourd'hui, Sandrine, c'est génial, c'est sa mission de vie. Ouais. Mais là où j'étais avant pendant 16 ans, c'était aussi ma mission de vie. Et est-ce que ça fait malheureuse pendant 16 ans, ça serait mensonge. Ça fait partie du processus, en quelque sorte. Oui. C'était une étape à vivre pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Ouais, je peux juste spoiler un truc que je dis dans un prochain livre, c'est que j'ai cette notion de checkpoint. Ok. Moi, c'est très important. J'ai cette notion de checkpoint, comme si pour arriver à certains endroits, de ta randonnée par exemple, tu as des checkpoints à viser. Et c'est pour ça que parfois, faut pas vouloir aller trop vite, de toute façon tu pourras pas.
Tu vas juste être frustré, embêté, impatient. Pourquoi ça marche pas alors que pour les autres ça marche? Bah, peut-être que les autres ils ont coché plus de checkpoints que Ouais. toi. Toi t'es encore là à te dire, bah dis donc, c'est comme s'il y a 16 ans je m'étais dit, bah dis donc, pourquoi je suis pas déjà auteur? Bah désolé, ça se passe pas comme ça. Mhm. T'as besoin de ces 16 années où il va se passer beaucoup de choses, dans lesquelles j'ai écrit en plus, j'écrivais pour... Oui, parce que tu as auto-édité avant d'être en maison oui, d'édition. mais en plus, dans tous mes emplois, j'étais celle qui écrivait. Mm. Mais j'étais juste pas celle qui écrivait sous son nom. C'est-à-dire que dans tous mes emplois d'assistante de direction, je faisais notamment les discours, et les discours officiels, ça allait parfois loin. Donc j'écrivais, mais pour les autres. Donc ce talent d'écriture, je l'avais déjà. Donc tu vois, ça c'est marrant aussi, de voir Ouais. que j'ai tout changé, mais je suis restée centrée sur mon talent initial, que j'ai depuis que je suis toute petite pour le coup. Et c'est J'écrivais intéressant, déjà ça. des histoires. Mhm. Et pour autant, écrire n'est pas forcément ma mission de vie. Tu vois, la mission de vie sera plutôt peut-être dans la C'est un vecteur. transmission, éveiller certaines choses, enfin je sais pas, tu vois, être un phare, putain, peut-être Ouais. comme le tatouage que tu m'as fait. Non mais c'est très important ça aussi. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est plus vaste en fait. C'est vraiment plus vaste que... je voudrais qu'on arrête de se concentrer sur le fait que ce que tu as aujourd'hui, t'es en plein alignement, c'est ta mission de vie. Oui, De vouloir rentrer mais dans je une te case le donne unique. en mille Mm. qu'avant, tu étais aussi en plein alignement et que c'était aussi ta mission de vie. Parce que pour moi, on en a plusieurs. Mhm. Ou alors vraiment, si on devait être plus précis, on en a une, genre une notion qui est développée, ouais, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas grave, en plusieurs notions tout au long de ta vie. Il est probable que T'as un même fil si conducteur, dans 10 mais ans, ça passe par C'est ça. différents domaines. il est probable que même si dans 10 ans je me tourne vers autre chose, bon, je pense que c'est peu probable, mais je vois bien ce qui se profile. Par Mhm. exemple, après avoir eu mon site et avoir tout donné, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée plus ou moins à fond dans mes livres. Mhm. Et là, je suis à fond dans des romans. Et j'y vais vraiment à fond, au point où ça prend toute la place. Donc tu vois, je vois quand même bien Qui est une qu'il y a une évolution. évolution, mais c'est une évolution logique. Je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si Ouais. j'avais pas fait tout ce que j'ai fait avant. Mais qu'est-ce qui continue de me suivre? L'écriture. Ouais. Toujours, toujours, toujours. Donc même si dans 10 ans, j'ai encore glissé vers autre chose, une autre mission de vie, non, je sais pas trop, mais moi je la vois bien couler comme ça, On restera va pas toujours spoiler l'écriture. non plus les prochains projets. J'ai pas le droit. Non. Mais je le prends quand même les trois quarts du temps, mais bon voilà. L'écriture restera jusqu'à la fin et ça j'en suis certaine. Mm. Ce truc, il était là au départ, il m'a suivi tout le long et il reste à la fin. Mais l'écriture en soi n'est pas une mission de vie. Tu vois? Je vois. C'est une sorte de talent inné et on a tous un talent inné et je pense qu'on peut l'ignorer un temps. Mais il nous Du coup, c'est suivra plutôt toute ça notre qui est vie. intéressant finalement de chercher, c'est notre talent inné. Ce pourquoi on est Moi, doué je pense et qu'on que fait instinctivement. l'alignement, il tourne toujours autour de ce talent inné. Mm. Tu vois, avant, j'étais parfaitement alignée. On peut pas dire de bêtises. Moi, tout s'est goupillé à la perfection. Je passe des concours pour des postes que je ne veux pas. En T'as me pas di- de regret dans ton En me parcours de disant, vie. ouais, mais je vais tellement cartonner que ça va me donner un moyen d'avoir le poste que je veux. Et j'ai eu les postes que je voulais. Ça s'appelle l'alignement. Mhm. Quand tu arrives à obtenir tout ce que tu veux, alors qu'honnêtement, non, t'as pas pris le bon chemin et que c'est pas censé se passer comme ça, c'est l'alignement. Donc moi, je pense vraiment que l'alignement, il te suit plus ou moins tout au long de ta vie, même si parfois on est dans des vies qui nous exaspèrent, mais on est quand même dans une certaine forme d'alignement. L'alignement, ça sous-entend que tu es un peu à ta place. C'est un peu ça que ça veut dire. Tu Ouais, vois? je pense que parfois on n'est pas capable de le voir Non, tout de suite. parce que si aujourd'hui tu te dis quoi? Là, moi, je suis à ma place, dans Ouais. mon boulot à la noix, Ouais. où rien ne se passe comme je veux. Et c'est terrible de dire, là, je suis à ma place. Pourquoi? Parce qu'avec les réseaux, t'es persuadé que ta place, c'est l'auto-entrepreneur qui vit en slip à Bali. Mais non, Ouais. On en a déjà parlé 1000 fois ensemble, effectivement. c'est pas ça l'alignement. C'est ta place. En tout c'est cas, là c'est où tu pas dois l'alignement de tout le être. monde. Non, 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 non. Ta place, c'est là où tu dois être. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être une place qui, en ce moment, te gonfle. Mhm. Mais là, c'est ta place. Parce que tu vas vivre des choses, même des émotions. Et peut-être il faut que tu fais partie de ces gens, et j'en fais partie, à qui il va falloir faire vivre une certaine dose de ras-le-bol pour que tu y ailles. Moi, je fais partie de ces gens. Je suis pas aventurière. Pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je serais bien restée dans cet emploi, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. C'était la sécurité et je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc je sais pas comment dire en fait. Quand t'as pas ce côté aventurier, tu vois, et que tout te pousse, c'est vraiment à un moment donné pour que tu changes de vie, c'est tout est plein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est que je t'as même plus comprends. de raison de rester. Mhm.
Donc ce Oui, truc ça te met un de- peu au pied du Oui. mur. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est ta place, enfin c'est sûr que c'est ta place, et ça c'est compliqué selon la situation des gens, mais aujourd'hui t'es à ta place. Quoi qu'il arrive, t'es à ta place. Peu importe où tu es, t'es à ta place. T'es peut-être à ta place dans une situation lourde et négative, parce que tu fais partie de ces gens comme moi qui ont besoin d'être secoués lourdement avant d'y aller. Soit t'aurais pu y aller il y a 10 ans, 5 ans, 1 an. Mais non, toi, t'as besoin vraiment de vivre des dépressions, qu'on te pousse, qu'on te licencie, Ouais, de qu'on passer te par quitte, certaines étapes. Et là, tu te dis, ah bon, on m'a tout retiré. Bon, ben, j'y vais. Voilà. Bah, moi, je fais partie de ces gens. Ouais. Alors, j'en fais plus partie aujourd'hui, depuis que j'ai pris cette décision, parce qu'elle me sert de point de référence pour tout le reste. Ok. Je pars du principe que je peux redémarrer ma vie à zéro, quoi qu'il arrive, n'importe quand. Et que j'y Parce que tu arriverai, l'as et que je m'en vécu une fois. sortirai. Parce que je l'ai vécu une fois. Finalement, ce qui te fait peur, c'est ce que t'as pas vécu. C'est clair. Une fois que tu as ton point de référence et que tu sais que tu t'en sortiras, c'est bon. Si là tu tombes et que tu te relèves, bon, bah, t'as plus peur de tomber techniquement. Tu sais que tu pourras te relever, t'es capable, tu l'as déjà fait. Voilà. En principe. Ce qui fait peur, bah, c'est comme les premières ruptures en fait. Ouais. Tu Je sais veux pas dire, ce qui n'a pas cru qu'il finirait tout seul et que Ouais. personne voudrait de lui? Bon, Oui, mais il y en a, même au Ça bout de la arrive 10e, rarement, ils sont toujours dans le même état. Mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet. oui, mais ça, alors après, à mon avis, c'est plutôt autre chose. On n'est plus dans le truc de peur, confiance, genre je l'ai vécu, je l'ai pas vécu. Là, on est plus dans. À mon avis, ça renvoie plus à des trucs genre dépendance affective, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est autre chose. À ce moment-là, donc dans ton ancienne vie, si on t'avait dit dans X années tu vivras dans le sud à ton compte, tu aurais répondu quoi? Non. Ça dépend en fait à quel moment on me l'aurait dit. Quand tu étais Alors, en encore plein une dans ton fois, train-train quotidien, Oui, mais ça bien dépend. installé. Dans ces 16 ans, ça dépend. Si on me l'avait dit au début, j'aurais dit mais j'en veux pas. Parce que Ah oui, carrément. Bah non, j'étais plutôt bien à Paris. Il y avait des choses ouvertes tout le temps. C'était sympa. Je connaissais beaucoup de gens. On allait à des cours de Zumba. On avait là où je travaillais, il y avait énormément d'employés parce que c'était une très grosse structure. Donc je comparais souvent ça à un village. Ok. Il y avait une cafétéria, une cantine, une salle de sport. Donc pour moi, c'était un village. Effectivement, je pouvais prendre n'importe quel couloir, je tombais toujours sur quelqu'un que je connaissais. Donc c'était pour moi vraiment un petit village. Et j'étais heureuse ici. J'avais un bureau à moi, ce que je n'avais jamais eu. J'avais mon nom sur la porte du bureau. Non mais c'est très con. C'est con, mais honnêtement, ouais, ça le fait. Ouais. ça participait au fait que j'avais ma place. N'importe qui voulant savoir n'importe quoi, c'est toujours vers moi qu'on se tournait parce que j'étais sociable et que je connaissais tout le monde. Mais honnêtement, je pense que j'étais dans l'environnement que j'avais voulu toute ma vie. Une place avec mon nom considéré, tout le monde se tourne vers moi. J'ai une certaine forme d'importance dans le sens où, bah ouais, de toute façon, il y en a plein qui pouvaient pas faire un pas sans passer par moi, etc. De l'extérieur, t'avais aucune raison de penser à une autre vie. J'étais la plus jeune à avoir ce poste-là, j'étais bien, moi c'était tout. Honnêtement, ta vie était tracée. Tracée sans aucun problème. Ok. Voilà. Maintenant, tu me l'aurais dit quelques années plus tard, je t'aurais peut-être dit oui, je ne sais pas, mais ça va être difficile parce que... Et là, je pense que je t'aurais opposé des croyances et des peurs qui sont venues forcément avec le fait d'avoir des enfants. Tu prends pas les décisions de la même manière quand on a pas, quand on a. Quand tu vieillis aussi, parce que tu peux avoir des croyances comme quoi, bah non, tu peux pas refaire ta vie. Du coup, comme c'est ça, quoi qui a été facilement. l'élément déclencheur? Bah attends, déjà je termine cette question, madame. J'étais en train je vais plus vite que toi. Je sais. Et à la fin, tu m'aurais dit ça 2-3 ans avant que je prenne la décision, je t'aurais dit oui, mais pas tout de suite. Ça aurait été oui, je sais que ça va arriver, mais pas tout de suite. Et le pas tout de suite, ça aurait été plein de... Faut que j'ai des certitudes, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucune certitude. C'est juste qu'à un moment donné, le vase a été plein à un point quand tu te retrouves à pleurer dans ton bureau et que tu n'en peux plus. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais, on légitime, on rend normal la souffrance au bureau, mais non, c'est pas possible. Moi, j'avais jamais pleuré au bureau. Hein. Donc là, je me suis dit, ce jour-là, et c'est marrant finalement, tu laisses traîner, t'as plein de peurs, plein de croyances, mais ce jour-là, j'ai pris la décision, j'ai annoncé à tout le monde et j'ai posé les préavis de tout. En une journée, je me suis court-circuité le cerveau. Tu partages quand je réfléchis, ça sera fait. Sur tes réseaux que pendant quelques années, quand tu venais en vacances ici, c'était lourd de remonter, de recommencer. À partir de quel moment tu as commencé à dire c'est lourd de retourner, de recommencer? Oh, là, j'aurais pas la date. Mais... Ça a duré quelques années ou il y a déjà un moment où j'ai la certitude, c'est à partir de 2016. Mais, parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie en 2016, notamment la séparation. Enfin, séparation. Non, on était déjà séparés depuis 1 ou 2 ans, mais ça a été très conflictuel. Et c'est
vers là que ça a commencé finalement à se libérer un peu de ce côté-là. J'ai perdu ma grand-mère, pour moi c'était la personne la plus importante au monde. Oui, donc c'est ces fameux coups de pied de la vie qui t'ont mis complètement. J'ai au perdu pied du plein de mur. collègues que j'aimais énormément, qui étaient jeunes ou moins jeunes, mais qui ne devaient pas partir à ce moment-là et qui avaient plein de projets pour plus tard. Ouais, succession de plein de choses autour de 2016 et je suis certaine que c'est à partir de l'été 2016 que j'ai commencé à faire mes fameuses publications de la fin du mois d'août en disant bah voilà, je rentre, mais la mort dans l'âme, Paris c'est moche, j'en ai marre, un beau jour je partirai, etc. Et je suis partie en 2020. Ok. Donc ça aussi, tu vois, c'est donc à peine 4 ans rappeler. finalement plus tard. Les gens parfois ils ont ce truc de dire mais moi aussi j'en ai marre de ma vie mais je change pas. Bah ouais mais moi entre le moment où j'ai dit je veux plus rentrer et où je suis pas rentrée, il s'est passé 4 ans. Mais parfois c'est le temps qu'il te faut pour que dans ton espèce de balance de peur et de confiance, bah, qu'il y ait un truc qui s'inverse. En fait si tu as trop peur tu ne peux pas. Ça sera jamais le bon moment si t'es terrifié. Parce que tu n'en feras rien. Tu n'en feras rien du tout. Voire même des mauvais choix. Oui, enfin en tout cas tu te lanceras pas à fond. Il y a plein de gens aussi qui vont se lancer dans un demi-changement de vie. Oui. On va garder l'ancien emploi, on va le créer sous une identité qui n'est pas la nôtre, parce qu'on veut pas que les autres soient au courant ou jugent, etc. Donc en fait, voilà. Il n'y a que quand ça s'inverse et que tu peux vraiment basculer vers le j'y vais, quoi. Et encore que tu me dis 2020, mais 2019, tu crées déjà... Ah oui, alors en fait, oui, c'est ça. Je suis partie en 2020, mais j'ai pris la décision septembre 2019. C'est donc vrai. Finalement, 3 ans. Ouais. Mais après, il m'a fallu presque 1 an aussi de logistique. Tu vois, donc je les englobe quand même parce que souvent les gens ont vraiment ce truc de je décide... Et hop, c'est bon, derrière. Non, parce qu'en fait, même avec toute la bonne volonté du monde, parfois tu vas décider, mais la vie, elle a une logistique. Tu lâches pas ton emploi comme ça. Je suis désolée, je vois pas. Il y a peut-être des emplois que tu peux lâcher comme ça, mais non, la plupart du temps, il y a un préavis à respecter. Tu lâches pas ton logement comme ça. Je veux dire, si t'es propriétaire ou locataire, dans les 2 cas, il y a des préavis. Les enfants, l'école, tout le toutes reste. Toutes les démarches pour les écoles, radiation de là pour intégrer dans l'autre, pour... Donc en fait, la vie a de la logistique. Et donc parfois, il y a 1 an de logistique. Tu vois, c'est... Ouais. Donc... Bah, je l'ai vécu en quittant la Belgique et en venant en France. Oui. C'est un long processus, effectivement. C'est ça. Et ça prend du temps. Changer de vie, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais prendre la décision de changer de vie, ça, tu peux le faire en un claquement de doigts. Mais c'est la seule chose. Et après, tu as ton temps de logistique, etc. Après, il faut accepter que ça prenne un certain temps. Ben, de toute façon, si tu l'acceptes pas, il se passe quoi? Je veux dire, si je l'avais pas accepté, mon logement, il pouvait quand même pas être libéré le jour même. Hein. Ou alors si, je continue à le payer pour rien. Mais je crois qu'il y a des gens qui se découragent entre eux. Ouais, je connais pas tout le monde, mais je dirais que globalement, c'est que souvent, on n'est pas... Comment comparer ça? Tu vois, c'est un petit peu comme... Parfois, je reçois des demandes de gens qui sont vraiment... vont me dire... Bah écoute, là, j'ai tel problème et là, il faut que ça se règle, etc. Et tu discutes avec eux et tu te rends compte que le problème, ils l'ont depuis 30 ans, mais ils veulent qu'il disparaisse en 3 jours. Oui. Mais ça, c'est pas possible. En fait, il y a vraiment ce truc de... On est capable de supporter pendant très longtemps. Par contre, bizarrement, quand il s'agit de basculer dans la solution et le fait de régler le problème, là, on n'a plus le temps. Ah, on était super patient pour vivre dans ce problème depuis 30 ans. Exact. Par contre, on n'est plus patient. 3 jours, j'ai dit, mais 3 jours pour régler 30 ans de vie Mais fuis quiconque te promet ça d'ailleurs, parce que oui, c'est vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si, honnêtement, tu lâches l'affaire parce que ça prend des semaines ou des mois, je pense que quand même, il y a un petit défaut de motivation. Tu vois, genre vraiment de motivation. Tu veux vraiment changer de vie? C'est comme, tu veux vraiment courir un marathon? Ben, tu dois t'entraîner. Je suis désolée, tu dois t'entraîner. Le sport est le meilleur exemple. Alors, tu peux être super doué, tu peux être déjà, je sais pas moi, mince, musclé, plus ou moins sportif. Tu devras t'entraîner. Ça va être contraignant, ça va demander un effort. Et il y a ce truc de... Et ça, je pense que c'est la société actuelle, mais c'est une... Je sais pas comment on peut dire, je pense que c'est un résultat malheureux de tout ce qui a été mis en place ces dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de patience. C'est vrai, c'est un constat. On n'a plus de patience, et du coup,
comme on n'a plus de patience, on n'est plus capable d'avoir une volonté sur le long terme et de s'investir sur le long terme pour régler une problématique qui peut nous bouffer la vie et dont on veut vraiment se débarrasser. On va lâcher l'affaire très vite. Parce que c'est très dur. Je crois que j'ai lu une étude la dernière fois et ils avaient des chiffres et je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, ils arrivaient à mesurer ce qu'il nous fallait pour faire des efforts. Et alors, il nous faut de plus en plus de capacités pour fournir des efforts. Tous, hein, vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, fournir un effort, je vais dire une bêtise, nous demandait 50%. On ne me demande même pas de quoi, parce que je ne sais pas. Maintenant, ça nous demande 75% en seulement 10 ans. Ça veut donc dire que pour la même chose maintenant, il faut que tu sois plus en négociation avec toi, avec ta flemme, ta volonté, ton engagement, ton cerveau, ta fatigue, ta vie. Voilà. Tout est plus difficile maintenant. Et le problème, c'est qu'on veut... Ça, je ne doute pas que tout le monde veut le résultat. J'ai aucun problème là-dessus, je crois. Tout le monde sur parole. En revanche, dès qu'on comprend que pour ce résultat, il va falloir fournir des efforts pendant un certain temps, tu perds 90% des gens. C'est énorme. Est-ce que quand tu as changé de vie, j'imagine qu'il y a des proches qui ne t'ont pas forcément soutenu ou compris, comment tu as vécu ça ? Moi, c'était avant. Moi, ça s'est pas passé quand j'ai changé de vie, ça s'est passé avant. En fait, si tu veux, j'avais mis une vidéo comme ça sur Instagram, ce truc des couloirs de natation. Pour moi, c'est ce qui se passe quand tu as, je vais dire, un éveil de conscience. Mais alors, c'est très vaste. Pour moi, l'éveil de conscience, c'est simplement, à un moment donné, tu arrives à un moment de ta vie et tu te dis, je suis pas ici pour faire ça. Ou je suis ici pour faire autre chose. Ou je me sens plus à ma place. Déjà, quand tu commences à te dire que tu n'es plus à ta place, c'est que tu sens qu'il y a un truc qui t'appelle ailleurs, tu vois. C'est assez fou, ce truc. C'est comme si tu étais avec quelqu'un qui te lâchait et qu'il y avait quelqu'un qui appelait ton nom de toutes ses forces, mais lointain. Ouais. C'est imperceptible. Mais il y a une partie de toi qui entend « Coralie Coralie !» Tu vois Et du coup, t'es entre deux eaux. Tu l'entends pas consciemment, mais il y a une partie de toi qui entend. Il y a quelqu'un qui t'attend. Enfin, quelqu'un. Ta place t'attend. Ouais. Tu vois. Donc, t'as ce truc de... Tu sais que c'est plus ta place. Tu sais qu'il y a autre chose qui t'appelle. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, tu t'éveilles à un truc plus grand. Et donc tu perds des gens en route. On appelle ça des fois la crise de la quarantaine. Bon, moi, j'y crois pas. Dans le sens où ça peut arriver un peu avant, ça peut arriver après. Et à certains, ça n'arrive jamais. Moi, je vois plutôt... c'est vrai que comme par hasard, ça tombe souvent au milieu de vie, mais c'est justement parce qu'on a vécu pas mal de choses et on l'a vécu souvent sous le prisme de ce sous quoi tu avais été élevé. Et à un moment donné, tu finis par avoir tes propres opinions, etc. Ouais. On aime beaucoup avoir pour premier emploi l'emploi que les parents avaient choisi. Ça, c'est un grand classique. En tout cas, à notre époque, je pense et que ce sera peut-être moins le cas pour nos enfants. Ce que tu voulais. Mais 20 ans plus tard, tu commences à savoir ce que tu veux. Oui. Voilà. Oui, t'as vécu, t'as testé. C'est pas une crise, c'est juste... pour moi, il y a cette espèce d'éveil de conscience. Tu te dis, la vie, c'est pas que ça. Alors, ça peut être spirituel aussi, mais la vie, c'est pas que ça. C'est pas que ça, et puis et je veux faire autre chose que juste payer mes factures, et je veux être heureux, et je veux être avec quelqu'un qui me respecte, et voilà, je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est plus en résonance. Donc, pour reprendre les couleurs de natation, t'es dans ton premier couloir de natation avec les familles. Tu sais, avec les gosses qui tapent partout, qui t'éclaboussent, et toi, ça t'allait très bien jusqu'ici. À un moment donné, tu te dis, moi, j'ai envie de nager, sans qu'on m'en foute plein la tronche. Du coup, c'est ça pour moi l'éveil de conscience. Tu te dis, je soulève le petit truc du couloir, je vais à côté. Tu passes de l'autre côté. Là, il y a d'autres gens aussi. Ouais. Et puis bon, tu peux toujours tourner à côté, regarder, et tu peux toujours parler aux gens du couloir numéro 1. Vous arrivez quand même à vous entendre. Puis tu continues. Couloir numéro 3, couloir numéro 4. Quand tu es dans le couloir numéro 4, il va falloir hurler à la mort pour pouvoir avoir toujours une conversation avec ceux du couloir numéro 1. J'aime beaucoup tes métaphores. Et c'est ça, à un moment donné. C'est pas que tout le monde est devenu méchant, c'est pas qu'on ne s'aime plus, c'est simplement qu'à un moment donné, on ne nage plus au même endroit. Et si on ne nage plus au même endroit, on va se rencontrer beaucoup moins souvent. En effet. Et on va être obligé d'hurler, métaphoriquement parlant, pour qu'on puisse se comprendre. Et on va être tellement loin qu'il y a peut-être 2-3 mots qu'on va pas entendre. Et c'est comme ça que les relations s'effacent aussi à un moment donné.
c'est pas forcément tout le monde te reproche ou quoi que ce soit, mais c'est juste à un moment donné, je pense que tout le monde évolue, mais juste pas au même rythme et pas au même moment. C'est ma vision des choses aussi, ouais. Donc faut pas, voilà, je veux pas qu'on se dise, ah oui, donc quand tu augmentes ton couloir, etc., ça veut dire que les autres c'est des nazes, ils ont pas évolué. Non, ils évolueront un tout petit peu après, peut-être, et même très souvent, en te voyant le faire. Comme si tu avais donné l'autorisation au groupe complet, en disant, vous avez vu, c'est possible. Oui, tu libères un truc, quoi. Tu vois. Mais voilà, c'est ça, donc, moi, on m'en a pas voulu. Mais beaucoup de relations se sont éteintes naturellement. Moi, jamais on m'a dit... ah bah je t'aime plus parce que tu changes de vie. Non. Après, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, tu fais une erreur, ça va s'effondrer. Qu'est-ce que tu fais si ça s'effondre? Mais c'est normal, c'est les peurs. Déjà, c'est les peurs que j'avais. Et puis, c'est les peurs qu'ils avaient tous aussi. Ouais. Et puis, je pense que c'est des peurs normales, en fait. Moi, je sais que dans les derniers jours, avant de partir de mon entreprise, je ne pouvais pas juste partir. On ne démissionne pas d'un poste comme ça. Okay. Ce que tu fais, c'est que tu prends une mise à disposition ou une disponibilité. En gros, c'est tu prends 3 ans pour faire ce que tu veux. Ok, ouais. T'es pas payé et t'as plus tes droits de retraite, etc. Mais au bout de 3 ans, tu peux revenir. Tu ne récupères pas ton poste, mais ils sont obligés de te retrouver un poste dans l'entreprise. Et donc moi, je sais que quelques jours avant que je parte, tout le monde me disait, alors quand tu reviendras, et c'était pas si tu reviendras, c'était quand tu reviendras. Donc ils étaient persuadés quelque part que tu allais revenir. Et moi je me souviens très bien que je leur avais dit, mais je ne reviendrai pas. Je prends juste ce truc de la disponibilité parce que j'y suis obligée, c'est le processus, ça me pose pas de problème. Ça mettra finalement 3 ans de plus pour être totalement libérée de ça aussi, mais c'est pas grave. Mais moi c'était sûr dans ma tête, quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas. J'avais pas de preuves, mais je le savais. C'était pas possible que je puisse prendre une décision comme ça pour 3 ans plus tard y revenir. Mais après, ça va avec un truc que j'ai en moi, c'est une espèce de confiance aveugle et je ne peux pas le décrire parce qu'en fait, elle est même pas réaliste. Alors moi, je te connais, donc effectivement, je confirme que donc tu es comme ça. Je préfère le dire parce que ça peut être de l'inconscience. Et est-ce que t'as pas eu ce truc aussi de l'inconscience, donc de te dire, j'ai pas envie de leur donner raison finalement et que... Parce que moi, je sais que je peux fonctionner comme ça. Quand je suis partie très jeune de chez moi, j'avais 17 ans et demi. Ah ben j'ai galéré, c'était pas facile. Mais il y avait une part de moi qui me disait c'est bon, maintenant t'assumes ta décision, tu reviens pas en arrière. Hors de question de retourner voir mes parents et de leur dire bon ben finalement c'est trop dur. Non, j'avais trop de fierté. Je comprends. Mais ça pour moi ça marche avec les gens que t'estimes et dont tu respectes l'opinion. Ok. Est-ce que t'as peur de décevoir des gens que tu n'estimes pas et dont tu respectes pas l'opinion? Non. Est-ce que le jugement de ceux dont tu ne respectes pas l'opinion et que tu n'estimes pas a une importance? Non. Moi honnêtement, ils sont tous venus dans mon bureau à tour de bras pour me dire « Mais t'as trop raison mais moi je vais faire pareil. » Je me souviens de tout ça, mais d'une manière imprimée. Celui qui m'a dit « Non mais moi, dans 6 mois, je lance ma boîte. » Et j'imagine que tous ces gens... ça fait 5 ans maintenant. Ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé. Ouais. Et bon, alors maintenant, je n'ai plus d'amis là-bas. J'avais encore quelqu'un avec qui je suis restée en contact longtemps, mais aujourd'hui, on ne se parle plus. C'est pas très grave. Hein. Mais c'était une personne qui, du coup, me tenait au courant régulièrement de ce qui se passait, notamment du fait que tous les midis, sans exception, j'étais un sujet de moquerie au bureau. C'est-à-dire qu'à une époque, moi je me souviens, il y avait plein de gens avec qui on se réunissait pour regarder des séries. Desperate Housewives, Prison Break, donc c'est vieux. Et là... Ils se réunissent pour regarder mon compte Instagram, mon site, ce que je fais, et se moquer. Et honnêtement, ça m'a fait tellement rire. Parce que je me suis dit, en quoi pourrais-tu finalement être touché par 1% de l'opinion de ces gens-là? Qui t'ont dit que t'avais trop raison, qu'ils allaient faire pareil dans les 6 mois, qui 5 ans plus tard sont toujours au même endroit, et... Leur pause déjeuner, donc leur seul moment de temps libre du travail dans la journée, ils te le consacrent à toi. Je m'en fous que ce soit pour se moquer de moi. La seule chose que ça veut dire, c'est que ton heure de libre dans ta journée, ta pause, je sais pas, ta bouffée d'oxygène, ta bulle d'air, ta bouffée d'oxygène, tout à fait, tu te dis, je vais regarder ce qu'elle fait. Et ça, moi, je suis désolée. C'est magique quand même. Même si c'est pour vraiment se moquer à fond, pour moi, c'est extrêmement flatteur. Oui, je comprends. C'est dingue, en fait. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il continue, puisque maintenant, plus personne ne me le dira. Mais je trouve ça assez intéressant. Finalement,
À l'époque, c'était déjà comme ça. C'est les milieux du travail, souvent, on dit maintenant qu'il n'y a plus d'amis au travail. À une époque, c'était possible et que maintenant, ça ne l'est plus trop parce qu'on est plus individualiste, etc. Et qu'on souffre un peu tous au travail. Donc, voilà. Mais c'était déjà comme ça à l'époque. C'est-à-dire, moi, vers la fin, je ne me voyais même pas passer du temps avec eux. Donc, à aucun moment, je me suis dit, oh là là, si je reviens, qu'est-ce qu'ils vont penser ? La phrase complète serait que vont penser ces gens qui finalement disent qu'ils vont faire un truc et ne le font pas fait. et ils consacrent leur temps à se moquer de moi. Dans le pire des cas, toi, t'as essayé. Donc, ouais. Tu vois, moi, je pense que les opinions qui peuvent te toucher, c'est quand même celles des gens que t'estimes. Un minimum. Ouais, je te rejoins. Tu vois. Comment t'es venue l'idée de créer des... Et si tu souhaites connaître la réponse à cette question et la suite de notre échange, je t'invite à écouter le 2e épisode de ce podcast qui sortira dans 15 jours. Donc le podcast va être divisé à mon avis en 4 parties. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et comme à mon habitude, je termine cet épisode avec une petite question d'introspection. Si personne ne te jugeait et que l'échec était impossible, qu'est-ce que tu ferais dès demain matin ? Réponds-y sans limite, vas-y à fond. Ça t'ouvrira peut-être des portes sur ce qu'il est temps de mettre en place dans ton quotidien pour changer de vie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, l'encre dose est là pour vous donner votre dose de good vibes et vous donner envie d'oser.